On est à 33 là. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, toujours dans la continuité de nos webinaires, nous avons aujourd'hui donc Monsieur Laurent Meunier qui va nous parler donc de la préparation et éventuellement donc de l'entrée dans l'activité sportive après la pandémie que nous connaissons. Sans trop tarder, je lui donne la parole pour se présenter et ensuite aller dans le vif du sujet. Je demanderai simplement aux intervenants de préparer des questions et de préparer d'ores et déjà les questions pour ne pas perdre de temps. De toute façon, M. Meunier s'est proposé de répondre même éventuellement au cas où la personne n'arrive pas à poser la question maintenant. À toi, Laurent. Bien, bonsoir à tous. J'essaye juste de mettre le partage d'écran. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, Laurent Meunier, je suis psychologue et préparateur mental. J'interviens beaucoup dans le monde du basket en France, que ce soit donc dans le cadre de suivi individuel de basketteurs à tout niveau, hein, que ce soit en national, en NBA ou au niveau départemental ou régional. Et j'interviens pour certains clubs sur des démarches de préparation mentale au niveau collectif, donc pour des équipes spécifiques. Donc le sujet que je vous propose ce soir, donc c'est comment intégrer la dimension mentale lors de la reprise post-déconfinement. Alors pourquoi ce sujet? C'est un sujet d'actualité parce que du fait du déconfinement, l'ensemble du monde sportif a été mis à l'arrêt dans la plupart des grands pays. Et cet arrêt a généré un certain nombre de dysfonctionnements. En tout cas, ça a arrêté un certain nombre d'habitudes sportives qui ont eu des conséquences sur la dimension mentale, et c'est ce que je vais développer. Au-delà de développer les constats, j'évoque un certain nombre de conseils à destination soit des joueurs, soit des entraîneurs directement pour faciliter d'un point de vue mental cette reprise. Alors, 3 points. D'abord, le confinement, quels effets potentiels sur le mental du joueur? Donc, on va voir là les différents schémas possibles qu'on a identifiés chez les différents joueurs pendant cette phase de confinement. Donc, on verra que certains ont réagi d'une façon et d'autres d'une autre. Et on verra quels effets ça pourrait avoir sur leur dimension mentale en lien avec le sport. Le deuxième point que je propose d'évoquer, donc c'est la reprise, les pièges à éviter. Donc là, un certain nombre de retours d'expérience et en tout cas d'anticipation de risques sur la dimension mentale toujours. Et enfin, troisième point, la reprise, les bonnes pratiques. Le confinement, quels effets potentiels sur le mental du joueur? Dans le confinement, il y a 3 choses en fait. Et il faut bien distinguer les 3 parce elles ont des effets différents. D'abord, c'est le confinement en tant que tel. Le confinement, donc le fait d'être isolé, ça c'est un premier point. Le deuxième point qui fait conséquence de ce confinement, c'est l'arrêt des entraînements. Et le troisième point, associé à ce confinement, donc l'arrêt des compétitions. On a 3 sujets différents. Le confinement, donc isolement, conditions dans le lieu de confinement, baisse des activités physiques. Donc le confinement du point de vue de l'isolement, ça peut générer de la solitude chez le sportif. Les conditions dans le lieu de confinement, ce qui est évoqué ici derrière, c'est dans ce lieu de confinement, est-ce qu'il y avait des moyens disponible pour continuer son activité physique. Le troisième point dans la dimension du confinement, c'est dans tous les cas, ça a généré une baisse des activités physiques par le fait qu'on était de toute façon
astreint à rester chez soi. Le deuxième point, donc là relativement important dans le domaine du sport, c'est l'arrêt des entraînements. Là, ça veut dire que le développement sportif a été stoppé pour les athlètes, pour les joueurs, donc que ce soit d'un point de vue physique, technique, tactique et mental, avec également une perte du lien avec l'équipe. L'arrêt des entraînements, il a été plus ou moins long en fonction des pays et en fonction des mesures de confinement, il a été plus ou moins important. Certains pays ont autorisé des rassemblements alors que d'autres non. Certains pays ont permis d'aller sur des terrains à 3, d'autres pas du tout. Voilà, il y a eu là certains nombres de différences de traitement. Le troisième point, c'est l'arrêt des compétitions. L'arrêt des compétitions, ça veut dire pour les joueurs une perte de visibilité sur le calendrier et donc, par voie de conséquence, sur les objectifs sportifs, individuels ou collectifs. Je vais de toute façon revenir sur ces points tout à l'heure. Et une incertitude sur les conditions futures du futur calendrier des compétitions. Donc, on a bien 3 sujets, le confinement, l'arrêt des entraînements et l'arrêt des compétitions avec des dates, un planning de nouvelles compétitions qui reste très incertain. Ces 3 éléments peuvent avoir des effets différents et parfois cumulés. Et là, il sera intéressant pour un entraîneur de bien avoir à l'esprit ces différents effets qui peuvent être isolés, mais qui peuvent être aussi cumulatifs. Et là, c'est un élément d'attention pour l'entraîneur. Par exemple, dans le confinement, on peut avoir un joueur qui a vécu ce confinement de façon différente. On peut avoir celui qui a été dans un environnement de confinement où il a gardé sa vie sociale, donc il était peut-être avec sa famille, peut-être avec ses amis, ou il était isolé. On peut avoir ces 2 cas, et ces 2 cas de figure, on va le voir tout à l'heure, n'ont pas les mêmes effets. De la même façon que dans le confinement, cet isolement, il peut être fait aussi avec une vie sociale, donc la famille, des proches, mais avec une qualité de vie sociale plus tendue. On peut imaginer qu'il y a eu des tensions dans ce collectif familial ou d'amis, ou au contraire que ça a été plutôt une période sympathique. Donc, en fonction de cette échelle d'isolement et de la qualité de la vie sociale dans ce confinement, on peut avoir des conséquences sur la dimension mentale du joueur. Deuxième point dans le confinement, c'est les conditions dans le lieu de confinement. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Dans ce lieu de confinement, est-ce qu'il y avait des moyens et des opportunités du lieu de confinement? C'est-à-dire, est-ce que clairement, il y avait des possibilités d'avoir un panier? Est-ce qu'il y avait des moyens de faire de la gym ou de la musculation? Est-ce qu'il y avait de l'espace suffisant pour faire un peu d'intensité cardiaque? Voilà. Ça, c'est un élément aussi important et différenciant entre les différents athlètes. Certains se sont peut-être retrouvés dans des petits studios et n'ont eu absolument aucun moyen pour entretenir leur dimension physique. D'autres, inversement, ont peut-être eu des moyens. Troisième élément du confinement, donc c'est dans tous les cas, ça a généré, et c'est vrai partout, une baisse des activités physiques. Et là, ce qui va être intéressant en fonction des joueurs, c'est la capacité qu'a eu le joueur à maintenir une activité non sédentaire. Est-ce qu'il a réussi malgré tout à pratiquer un peu d'exercice, à s'oxygéner, à générer de l'activité physique ou pas? Donc 3 points. 1, isolement social ou pas et qualité de cette vie sociale pendant le confinement. Deuxième point, est-ce que dans le lieu de confinement, il y avait des moyens pour pouvoir malgré tout maintenir un certain niveau d'activité physique? Et le troisième point, qui est plutôt de la volonté de l'athlète, du joueur en tant que tel, à s'auto-stimuler sur de l'activité physique, même mineure. On n'aura pas les mêmes effets, évidemment, sur un athlète qui n'a plus rien fait du tout en activité physique pendant cette période-là. La période de
de reprise des performances physiques sera beaucoup plus longue chez ce joueur-là. L'arrêt des entraînements. L'arrêt des entraînements, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça veut dire que le développement sportif a été stoppé pour les joueurs. La capacité à maintenir une sollicitation sportive, donc qu'elle soit physique, technique, tactique ou mentale, à quelle intensité et selon quelle cohérence. Donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit du fait du confinement et de l'arrêt des entraînements. Est-ce qu'il y a eu un programme collectif ou individuel auprès des joueurs qui leur a permis de rester malgré tout dans une stimulation d'activité physique structurée? Alors, on a vu un certain nombre d'entraîneurs, même beaucoup, construire des programmes d'entraînement pour les joueurs pendant cette période-là. Et donc, on a vu se développer un certain nombre d'innovations, des capsules vidéo, des capsules audio, des net meetings où les joueurs pouvaient s'entraîner ensemble sur des choses relativement basiques. Donc là, c'est un élément à connaître si effectivement les joueurs ont eu accès à ce type de stimulation physique. L'arrêt des entraînements, deuxième point, c'est le maintien du lien avec les autres membres de l'équipe et du staff. Est-ce que pendant cette période de confinement, le lien a été complètement coupé avec les équipes ou pas entre les joueurs et le staff, entre le staff, entre les joueurs? Là aussi, on a vu un certain nombre d'innovations dans la mise en œuvre d'outils de communication au sein des équipes et avec les staffs pour justement pallier à cette problématique-là. Donc le confinement, l'arrêt des entraînements avec la baisse effectivement des capacités physiques qui peut être extrêmement rapide, ou la mise en place d'un entraînement qui n'était pas cohérent, s'il n'a pas été structuré ou guidé par les entraîneurs ou le staff technique. Et enfin, le lien avec l'équipe ou le staff qui a été plus ou moins maintenu en fonction des cas. Troisième point, l'arrêt des compétitions, donc qui peut avoir des effets d'éloignement par rapport aux prochaines échéances de compétition, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Au-delà de l'éloignement de ce calendrier, alors qui peut être plus ou moins incertain d'ailleurs, tant au niveau local, national qu'international, c'est surtout le niveau de révision de l'objectif sportif collectif et individuel. Par exemple, on peut imaginer qu'un joueur avait décidé que cette année devait être sa dernière saison parce qu'il avait des projets professionnels par ailleurs ou des projets familiaux. Et donc là va se poser la question de la remobilisation sur un objectif pour une autre saison. Et enfin, troisième point dans l'arrêt des compétitions, les conséquences, c'est le niveau de visibilité sur les conditions de la reprise des entraînements. Donc, dans quelles conditions effectives je vais pouvoir reprendre mon entraînement, comment je vais gérer la distanciation, comment je vais gérer les gestes barrières, sur quelle intensité, sur quelle fréquence. Donc, on voit quand même que cette période de confinement liée à la pandémie, elle a eu quand même potentiellement des effets importants du point de vue mental, tant sur la question de l'isolement, sur la question du maintien des activités physiques, sur la structuration de ces activités physiques alors qu'on est en confinement, sur les liens avec l'équipe et le staff, donc les autres membres de l'équipe. Et enfin, elle a eu un gros impact sur la question de l'incertitude par rapport au futur calendrier et aux conditions de reprise de l'entraînement. Du coup, ce que je vous propose là, qui est un outil relativement facile à utiliser pour un entraîneur qui souhaite avoir une étape de débrief, faire un point au moment de la reprise avec ses athlètes. Cet outil-là, il a pour objectif de pouvoir vous aider l'entraîneur à mesurer dans quel niveau d'atteinte mentale le joueur a été. Ce niveau d'atteinte mentale aura forcément des conséquences sur sa performance sportive. Donc, par exemple, dans le confinement, est-ce que le joueur a été isolé ou est-ce qu'il a eu une vie sociale?
Donc, s'il a été isolé, on est plus sur une alerte. On est du côté rouge, donc on est plutôt sur une alerte. S'il y a une vie sociale, on est plutôt du côté vert, donc sur quelque chose qui est plutôt positif du point de vue mental. Sur la question de l'isolement qualitatif, donc est-ce que c'est un confinement qui s'est passé socialement positivement ou est-ce qu'il y a eu des tensions ou pas? Donc, en fonction de l'échelle dans laquelle était l'athlète, soit il y a eu un isolement non qualitatif et il est plutôt dans le rouge, soit des tensions, pardon, soit ça a été un isolement qualitatif, il est plutôt dans le vert. Il y a un inversement dans mon document. Autre élément, donc, est-ce que le lieu a permis des opportunités d'activité physique ou pas? Donc là, pareil, s'il n'y a pas eu d'opportunité d'activité physique parce qu'il n'y avait pas de matériel à disposition ou pas de possibilité dans l'espace d'organiser de l'activité physique, on est plutôt sur un phénomène d'alerte, on va rester dans le rouge. Quatrième élément dans le confinement, là on est sur le comportement du joueur. Est-ce qu'il y a eu une perte de l'hygiène sportive? Dit autrement, est-ce qu'il y a eu un recours à l'alimentation de façon excessive? Est-ce qu'il y a eu des postures canapé pendant toute la journée à regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo? Voilà, c'est tous ces éléments-là autour de la question de l'hygiène sportive. Donc, est-ce que le sportif, pendant cette période de confinement, il est resté structuré et discipliné du point de vue des exigences de l'activité sportive? Ou au contraire, est-ce qu'il a maintenu une structuration dans sa vie alimentaire, diététique, physique, qui va permettre derrière d'avoir une reprise beaucoup plus facilitée? Donc, vous avez en tant qu'entraîneur, vous avez ce premier groupe de risques liés au confinement. Isolement, nature de l'isolement, opportunité dans le lieu et perte ou pas de l'hygiène sportive. En fonction de là où se situe l'athlète, vous arrivez derrière à une zone de risque ou pas, rouge ou verte. Deuxième élément, deuxième groupe de risque qui est lié cette fois-ci à l'arrêt des entraînements. Dans l'arrêt des entraînements, donc, est-ce qu'il y a eu un arrêt complet des activités physiques ou est-ce que le joueur a continué à avoir malgré tout une pratique physique plus ou moins régulière, saccadée ou bien organisée? Donc là aussi, c'est un continuum. S'il y a eu un arrêt de l'activité physique, ça aura beaucoup plus d'impact d'un point de vue mental au moment de la reprise. Est-ce qu'il y a eu absence de programme d'entraînement ou est-ce qu'il y a eu un programme d'entraînement qui a été suivi? Là, on en revient à la question du rôle des entraîneurs ou des préparateurs physiques pendant cette période-là. Alors, je sais qu'ils ont été, pour la plupart, extrêmement actifs pour produire des programmes d'entraînement aux joueurs pendant cette période-là avec des outils d'innovation, comme je les évoquais tout à l'heure, des entraînements collectifs à distance, etc. Néanmoins, il y avait des joueurs qui sont passés à travers la raquette et qui n'ont pas eu de programme d'entraînement ou qui n'ont pas souhaité le faire. Pour X ou Y raison, peut-être liées aux conditions du lieu dans lequel ils étaient confinés. En tout cas, si ces joueurs ont eu un programme d'entraînement, il est évident que d'un point de vue mental, leur reprise sera facilitée parce qu'ils auront gardé une certaine confiance en eux. Troisième élément dans l'arrêt des entraînements, c'est la question de l'intensité physique. Ces joueurs peuvent avoir gardé un programme d'entraînement, mais avec des intensités physiques insuffisamment variées. Donc là aussi, c'est un élément important puisqu'on sait que dans la motivation mentale, il y a quand même l'accès chez les sportifs en particulier au dépassement de ses propres limites. Donc s'il n'y a pas eu pendant cette période-là d'intensité physique, il est probable qu'on ait in fine des questions de remotivation à travailler. Enfin, sur la question de l'arrêt des entraînements, ce que j'évoque, c'est le pas de développement opportuniste. Alors là aussi, on a vu des tas de cas de figure chez les différents joueurs et athlètes. Il y a des athlètes qui ont créé des opportunités à travers les outils, à travers le matériel qu'ils pouvaient avoir pour apprendre d'autres façons de s'entraîner. Et on a vu énormément de situations dans beaucoup de sports où les sportifs ont été très créatifs pour garder quand même ce niveau d'entraînement, soit en associant d'autres outils de type vidéo, soit de la préparation mentale,
des tas d'autres choses sont apparues à ce moment-là. On en a tous vu sur YouTube. Hein. Ou alors, il y a des joueurs qui sont, parce que leur profil est ainsi fait, ils n'ont pas créé d'opportunité. Donc, ils se sont plutôt restés en position passive. Ils ont attendu des programmes d'entraînement s'il y en avait, ou ils n'ont rien fait, ou sont restés sur des schémas antérieurs. Ceux-là auront plus de difficultés à reprendre, en tout cas d'un point de vue mental. Troisième point, l'arrêt des compétitions. Alors, ça, c'est le gros quand même du sujet. C'est celui qui va être le plus anxiogène chez les sportifs. Et on a vu de ce point de vue, notamment par rapport aux JO, hein, à quel point, aux Jeux Olympiques, à quel point les sportifs ont pu être extrêmement désorientés par le report d'un an. Donc, pas de visibilité du calendrier ou visibilité. Donc ça, il faut l'imaginer selon les trois dimensions que sont le local, le national et l'international. Il peut y avoir de la visibilité en local, comme il peut ne pas y en avoir au niveau national. En tout cas, la question de la visibilité du calendrier pour un sportif, elle est essentielle, puisque c'est là qu'il va structurer tout son entraînement et sa préparation. Donc le fait de ne pas avoir cette visibilité est extrêmement anxiogène pour un sportif. On va le voir tout à l'heure, c'est un axe de travail important pour les entraîneurs. Le deuxième point, c'est au-delà de la question du calendrier, hein, qui est un calendrier de compétition, c'est le bouleversement sur les objectifs, qu'ils soient individuels ou collectifs. Ce bouleversement peut être neutre. Ça va dépendre de la durée de report du calendrier. Mais ce report peut être excessivement fort. Si on prend par exemple dans le domaine de l'athlétisme, il y avait cet été normalement donc une compétition internationale de grande ampleur. Elle a été elle-même reportée et reportée à plus d'un an. Donc là, on est sur la redéfinition d'objectifs extrêmement importants du point de vue individuel et collectif sur lequel il va falloir retravailler. Je prends l'exemple, parce que c'est un exemple qu'on évoque souvent, la question des athlètes en fin de carrière, pour qui c'était la dernière saison. Donc, ils s'étaient organisés d'un point de vue professionnel et familial pour que cette saison soit la dernière. Or là, ils vont devoir repousser cette dernière saison d'un an. Donc, là, la question des objectifs va se reposer, et notamment pour les entraîneurs, comment je vais continuer à motiver ces joueurs-là une année de plus, quand on prend l'exemple des JO, par exemple. Mais c'est vrai pour l'ensemble des saisons. Ensuite, dernier point sur l'arrêt des compétitions, c'est est-ce que la reprise a été structurée ou pas, ou non structurée. Et là, ça aura aussi un impact sur la vitesse à laquelle l'athlète va revenir à ses niveaux physiques et mentaux antérieurs. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entraîneur et la structure, le club ou la fédération, ont mis en place des organisations qui ont permis une structuration de la reprise avec des cadencements, avec des semaines consacrées à tel point, puis à tel autre, etc. Ou parfois, il n'y a rien eu du tout et on est resté dans de l'organisation un peu au jour le jour. Donc voilà, cet outil, je pense qu'il peut être intéressant pour un entraîneur lorsqu'il va revoir ses joueurs au moment de la reprise. Ce sont des questions relativement simples, mais qui vont permettre de savoir en quel niveau de risque on est mentalement avec ce joueur ou cet athlète. Sachant que pour chaque risque, et là aussi c'est un élément qui peut être utile pour les entraîneurs, il va y avoir des choses directement observables dans le comportement de l'athlète. Par exemple, dans le confinement, vous pouvez avoir derrière de la détresse sociale, c'est-à-dire des joueurs qui se sont retrouvés totalement isolés et qui manifestent des syndromes de détresse sociale du fait de leur isolement. On peut avoir des athlètes qui ont développé de l'anxiété ou de l'irritabilité, ou au contraire, qui auront utilisé cette période pour récupérer mentalement.
Il peut y avoir des athlètes qui vont avoir des symptômes de perte de repères, donc par rapport à leur vie quotidienne qui a été totalement bousculée, ou des athlètes qui, au contraire, ont restabilisé leurs repères. Et puis, dans le cadre du confinement, donc, on a beaucoup d'amotivation, c'est-à-dire de joueurs qui se sont complètement démotivés pendant cette période-là, qui se sont déstructurés tant du point de vue de la discipline sportive que de l'activité physique, etc. Dans l'arrêt des entraînements, ce que l'on peut avoir identifié comme risque, c'est tout ce qui va être lié aux troubles alimentaires. Donc là, avec la conséquence qui est la prise de poids, évidemment, chez certains sportifs, on a noté quand même des prises de poids relativement importantes. Ou au contraire, des athlètes qui se sont adaptés, qui ont adapté leur hygiène alimentaire à la baisse d'activité physique. Dans l'arrêt des entraînements, c'est la perte de la relation à la performance, c'est-à-dire que là, on peut avoir des athlètes qui vont, au moment de la reprise, ne pas avoir conscience qu'ils ont perdu de leur performance. Et là, on va rentrer dans des phénomènes de risque que je vais évoquer tout à l'heure. Ou au contraire, ils sont restés lucides par rapport à leur performance et ils ont complètement conscience que l'arrêt de l'activité physique ou sa diminution aura forcément des impacts sur leur performance physique. Ensuite, dans l'arrêt des entraînements, c'est les routines passives ou des routines de performance. Donc, des routines passives, ce sont des routines, c'est des habitudes lors du confinement, des habitudes de fonctionnement, de routine, c'est-à-dire sans stimulation. Ou au contraire, ce sont des sportifs qui ont développé, je l'ai évoqué tout à l'heure, des tas de stratégies d'innovation, de création pour justement rester dans la dynamique. On a également à noter ce qu'on appelle des apathies intellectuelles. Donc là aussi, des joueurs qui se sont laissés aller et qui sont restés dans des modes extrêmement passifs, devant la télé, devant les jeux vidéo, sur le canapé toute la journée. On a des cas comme ça, même dans le très haut niveau, des situations de cette nature-là. Dans l'arrêt des compétitions, donc on a de la désorientation. Ça, c'est quelque chose que on a trouvé partout chez tous les joueurs à des niveaux différents. Mais dans tous les cas, on a des sportifs qui ont été totalement désorientés en lien avec l'arrêt des calendriers et leur report avec beaucoup d'incertitudes. On a également des sportifs qui ont généré du stress lié au fait que leurs objectifs devaient être revus. Donc pour certains, c'est un facteur de stress, alors que pour d'autres, ça va être des éléments de challenge. La révision d'un objectif peut être vécue comme un challenge par certains et comme une situation de stress par d'autres. Enfin, dans l'arrêt des compétitions, c'est des moyens inadaptés avec une reprise structurée. Et en fonction de ça, soit le club ou l'entraîneur a organisé une reprise et les choses vont se passer relativement correctement pour le joueur, soit rien n'a été structuré et là, ça laissera forcément des traces du point de vue de la motivation du joueur. Donc là, vous avez là aussi, au même titre que tout à l'heure, donc vous avez cet outil sur les risques que vous pouvez identifier donc, auprès de chacun de vos athlètes. Par un questionnement, vous avez 12 questions à peu près, donc c'est relativement simple. Et vous avez la même chose du point de vue des manifestations mentales que vous pouvez aussi questionner auprès de vos joueurs lorsqu'ils vont rentrer. Donc ça, c'est quelque chose de facile qui se fait en 5-10 minutes et qui permet à l'entraîneur vraiment d'avoir ce diagnostic mental au moment de la reprise et de façon à pouvoir intervenir rapidement pour favoriser la reprise dans des conditions mentales satisfaisantes. Alors, à ce stade, quelques premières préconisations pour préparer la reprise. 1. Évaluer les conditions du confinement pour chaque joueur. Je l'évoquais tout à l'heure. C'est quelque chose qui a été développé ici en France par l'INSEP, donc tout un questionnaire autour des indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Comment s'est passé le confinement pour l'athlète et le joueur? Dans quelles conditions sociales? Avec quels moyens? Est-ce qu'il a resté dans des modes passifs ou au
contraire, est-ce qu'il a développé de nouvelles stratégies malgré le confinement? Voilà. À travers les deux tableaux que je vous ai donnés juste avant, vous pouvez avoir cette évaluation-là. Également, évaluer les effets de l'entraînement pour chaque joueur. C'est le premier tableau que je vous ai adressé. Pour chaque joueur, il s'agit de savoir s'il a maintenu ou pas une activité physique, d'une part, et d'autre part, s'il l'a maintenue, est-ce qu'elle a été structurée? Ça, c'est un élément important à prendre en compte parce que on considère qu'un retour à des capacités physiques identiques à celles qu'elles étaient auparavant, on imagine qu'il faut entre 6 et 8 semaines. Donc ça, c'est quand même un élément important. Si le joueur a conservé une activité physique, il aura besoin de moins de 8 semaines, évidemment. Celui qui n'a rien fait aura besoin de ces 8 semaines pour arriver à retrouver ses capacités physiques équivalentes à celles juste avant le confinement. Troisième point pour un entraîneur, donc c'est évaluer les conséquences du nouveau calendrier sportif sur les objectifs individuels et collectifs. Donc là, il s'agit quoi? Il s'agit de refaire un point avec chaque joueur pour savoir, en fonction du report du calendrier sportif, qu'est-ce que ça implique pour le joueur en termes de rattrapage de ses capacités physiques, de ses objectifs de compétition, de ses objectifs d'engagement. Voilà, donc refaire le point là-dessus et également le faire avec l'équipe, évidemment. Quatrième point, en termes de première préconisation, donc communiquer sur les conditions de la reprise des entraînements. Donc ça aussi, c'est un élément important parce que ça va rassurer les joueurs, ça va leur donner un cadre et à travers ce cadre-là, ça leur évitera d'être stressés ou de penser négativement. Donc c'est leur donner des choses sur le rythme de la reprise, sur le contenu, sur les intensités, et sur le fait d'avoir un programme individuel pour chaque joueur en fonction du diagnostic qui aura été fait précédemment, comme on l'a évoqué, soit sur les conditions du confinement, soit sur les conditions physiques au moment de la reprise. Ce qui amène donc la dernière préconisation, individualiser autant que possible le programme de reprise et de suivi des joueurs. Plus vous allez individualiser ce programme, et plus vous aurez un retour à la confiance en soi du joueur qui sera rapide. Les pièges à éviter. Donc, 3 types de conseils. Le premier, ce serait, premier piège, de reprendre sans évaluation. Un entraîneur qui reprend l'entraînement sans avoir fait les évaluations préalables, je pense qu'il se met une épine dans le pied. Qu'est-ce qu'on entend par évaluation? Donc, la première des choses, c'est l'évaluation des qualités physiques de reprise, qui vont être extrêmement liées à la façon dont a été vécu le confinement. Je l'ai évoqué dans mes slides précédents. Du coup, premier point, c'est des tests physiques, physiologiques, de façon à identifier dans quel état est l'athlète au moment de la reprise. Deuxième point, c'est l'évaluation des habiletés mentales de reprise. Et donc là, ça revient à identifier à travers les éléments les tableaux que je vous ai indiqués juste avant. Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce qu'il y a de la perte de soi, perte d'estime de soi, perte de confiance? Est-ce qu'il y a de la désorientation? Voilà. Et essayer d'avoir cette évaluation relativement simple. Et les slides que je vous ai produits, je pense, sont relativement faciles à utiliser. Troisième point, donc évaluation des écarts d'objectifs entre avant et après. Je pense qu'il serait vraiment dommageable de ne pas refaire un point avec chaque athlète sur, du fait du confinement et de l'arrêt des compétitions et des entraînements, quel impact ça a eu sur l'objectif que vous étiez assigné en début de saison. Et de là, reconstruire un objectif. J'insiste un peu, mais c'est un élément important puisque c'est quelque chose qui va structurer la motivation d'un athlète. Deuxième piège à éviter, donc c'est reprendre sans préparation. Premier point, donc premier conseil,
une période de réathlétisation et de reconditionnement. Je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la littérature scientifique que l'on trouve aujourd'hui du fait du confinement, on a des hypothèses autour de 6 à 8 semaines pour retrouver des conditions physiques antérieures. Donc, une période de réathlétisation et de reconditionnement qui est associée, qui est en lien avec ces 6 à 8 semaines, me paraît être une bonne base. Entretien de reprise avec chaque joueur. Donc, ça me semble important. Ça peut être fait dans le cadre de l'évaluation qu'on évoquait juste en haut, physique et mentale, et des objectifs. Donc, c'est pouvoir avoir ce tête-à-tête avec chaque joueur pour identifier sa motivation, sa lucidité. Alors, peut-être un petit point sur la question de la lucidité, ça c'est aussi un élément important. L'entraîneur doit être aussi en capacité de jauger si l'athlète est lucide quant à ses capacités et physiques et mentales au moment de la reprise. Est-ce qu'il les sous-estime ou est-ce qu'il les surestime? Ça, c'est un élément important parce que s'il y a une sous-estimation ou une surestimation, vous allez partir sur des bases de départ qui ne vont pas être bonnes et vous allez avoir des difficultés plus tard à revenir à une lucidité normale. Troisième point, donc par exemple, si j'exemplifie, un athlète qui est resté en position totalement passive pendant le confinement avec un déséquilibre alimentaire, avec très peu d'activité physique, avec des tensions dans son milieu de confinement et qui revient en vous disant « mais tout va bien, je suis à fond », je pense qu'il va y avoir au bout de quelques semaines quelques difficultés parce qu'il va se rendre compte que sa performance, elle a fortement été dégradée et ça va lui poser un certain nombre de problèmes et ça va générer de l'anxiété. Troisième point, donc visibilité sur les conditions de la reprise. Donc on est sur la préparation de la reprise et c'est vrai que pour un entraîneur, ce qui est important, c'est qu'il amène un cadre au moment de cette reprise, donc qu'il puisse donner des éléments sur comment on va reprendre, quel rythme, quelle intensité, quel planning. Voilà, qu'il puisse communiquer sur ces éléments-là. Enfin, visibilité sur les objectifs et les moyens adaptés. Et là, on en revient à la question de qu'est-ce que ce confinement a généré du point de vue des calendriers sportifs? Qu'est-ce que ça veut dire pour revenir à une situation telle qu'elle était auparavant? Et du coup, moi, en tant qu'entraîneur, quels sont les objectifs que j'assigne individuellement et collectivement et quels moyens je donne à l'équipe et aux joueurs individuellement pour revenir aux objectifs nouveaux? Donc ça aussi, c'est un élément important puisque ça va donner un cadre au sportif, donc le rassurer et lui permettre de rester concentré sur son objectif. Troisième et dernier piège à éviter de mon point de vue, donc c'est reprendre sans innover. Cette période de confinement, elle a permis de générer un certain nombre d'actions d'innovation et de création dans tous les univers, y compris dans l'univers sportif. Il serait dommageable de ne pas continuer ces expérimentations, ces innovations qui ont eu lieu pendant cette période-là, parce qu'elles ont eu beaucoup d'utilité et elles ont montré à quel point elles pouvaient être efficaces. Par exemple, tout ce qui est interaction à distance, capsule vidéo, net meeting, c'est des choses qui peuvent être réappropriées dans le cadre d'un fonctionnement normal. Développer le suivi individuel, enrichir les méthodes d'entraînement, notamment par tout ce qui est vidéo, où on peut travailler les stratégies exploratoires, visuelles exploratoires, et c'est développer le partage d'expériences, comme on a vu un certain nombre d'outils le faire lors de la période de confinement. C'est-à-dire de moments où les athlètes pouvaient se retrouver en net meeting et partager sur leurs expériences d'entraînement dans leur lieu de confinement. Voilà, ça permettait de faire partager leur expérience et donc de donner des tuyaux, de se donner des tuyaux les uns les autres. Donc, 3 types de conseils, les pièges à éviter et les types de conseils. Donc, si on regarde ces pièges à éviter, donc l'évaluation des qualités physiques de la reprise, si elles ne sont pas faites, le risque majeur est celui de la blessure, c'est-à-dire de reprendre un athlète sur le terrain comme si de rien n'était,
c'est à coup sûr partir sur un risque de blessure, qu'il soit musculaire, tendineux ou autre chose. L'évaluation des habiletés mentales de reprise, donc c'est un risque sur la motivation qui peut être pris, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la motivation va s'effondrer parce que préalablement, on n'aura pas identifié les zones de fragilité mentale qui ont été construites pendant la période de confinement, et ou inversement, ça peut générer des états de surentraînement, c'est-à-dire des athlètes qui vont repartir à fond et qui vont rentrer dans ce cercle du surentraînement qui va générer derrière une blessure et un arrêt. S'il n'y a pas d'évaluation des écarts d'objectifs entre avant et après, il y a un risque sur l'adhésion aux objectifs par les joueurs et donc par voie de conséquence sur la motivation. Reprendre sans préparation, s'il n'y a pas de période de réathlétisation et de reconditionnement, c'est le risque de blessure qui va réapparaître et surtout une asynchronisation entre le niveau de performance attendu et le calendrier des compétitions. S'il n'y a pas d'entretien individuel, c'est le risque de non-adéquation avec les besoins du sportif et donc derrière de son niveau d'engagement. S'il n'y a pas de visibilité sur les conditions de la reprise, là, vous allez laisser l'athlète dans un état de confusion et de désorientation et forcément, ça aura un impact sur sa performance. S'il n'y a pas de visibilité sur les objectifs et les moyens, là, on peut avoir tous les états, donc des risques de surentraînement, c'est-à-dire des athlètes qui vont aller pousser leurs limites beaucoup trop vite et beaucoup trop loin, des états de stress qui peuvent aussi se manifester. Reprendre sans innover, donc c'est ne pas avoir de maîtrise du risque individuel, c'est ne pas profiter d'un certain nombre de choses qui ont été développées pendant cette période-là, en particulier la préparation mentale, qui a permis, puisque les athlètes étaient confinés, d'aborder justement la question de la préparation mentale qui est souvent délaissée dans l'activité sportive régulière. Autre élément aussi, c'est les analyses vidéo, et on a vu pendant cette période-là que le travail sur les vidéos pouvait être un élément important de développement, en particulier des capacités techniques et tactiques. Dans le basket, on fait beaucoup référence à la question des habiletés exploratoires visuelles, donc les capacités qu'a un joueur à identifier très rapidement son espace de jeu. Et enfin, s'il n'y a pas eu de développement des partages d'expérience, il n'y a pas eu de développement, il y a un risque sur le développement de l'intelligence collective. Ça nous amène donc à un second type de préconisation pour préparer la reprise. Faire un débrief sur la gestion de la période, ce qui a été positif et négatif pour chaque athlète, mais aussi d'un point de vue collectif, de façon à faire du partage d'expérience. Certains pourront donner des idées à d'autres sur la façon dont ils se sont organisés, la façon dont ils ont géré la situation. Deuxième point, c'est sécuriser chaque joueur individuellement sur l'organisation de sa reprise. Ça, c'est un élément important. C'est donner de la visibilité sur les éléments de calendrier et les objectifs. C'est organiser la reprise avec une période de remise en condition physique pour éviter ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment les blessures. Et dernier point, utiliser les potentialités offertes par les complémentarités d'autres outils d'entraînement, imagerie mentale, fixation d'objectifs, exploration visuelle. J'ai beaucoup parlé des objectifs, donc je refais peut-être un petit lapsus sur ce sujet-là parce que c'est un sujet relativement important, c'est un sujet structurant pour le suivi des athlètes. On distingue 5 types d'objectifs. Les objectifs de résultat. Donc, par exemple, un objectif de résultat, ça va être, on veut être champion d'Algérie cette année. C'est un objectif de résultat. Ça permet de définir des buts associés à des développements et des performances. Pour être champion d'Algérie, il faut avoir tel type de performance. Le deuxième niveau, une fois qu'on a des objectifs de résultat, c'est des objectifs de moyens. Pour arriver à ce niveau d'être champion d'Algérie,
qu'est-ce que l'on doit, où est-ce qu'on doit arriver d'un point de vue technique, tactique, physique et psychologique. Donc là, on décline l'objectif de résultat en objectif de moyens. Je dois aller à quel niveau et de quelle façon pour arriver à cet objectif de résultat. Troisième point, les objectifs de concentration. Donc, une fois que j'ai décliné mon objectif de résultat, je veux être champion d'Algérie. Pour être champion d'Algérie, je dois avoir maîtrisé d'un point de vue technique tel point, tel point, tel point, d'un point de vue tactique tel point, tel point, tel point, d'un point de vue physique tel point, et d'un point de vue psychologique tel point, tel point. Là, l'objectif de concentration, c'est par rapport à tous ces points-là, sur quoi moi, en tant que joueur, je vais focaliser mes actions de développement, peut-être sur le technique, le shoot à 3 points, par exemple, alors qu'un autre, ça pourrait être sur totalement autre chose. Mais c'est l'objectif de concentration, là où je veux que l'athlète, le joueur, il soit concentré dans ses actions d'entraînement et de développement. Quatrième point, les objectifs de progression. Là, c'est décliner, en fait, comment je vais développer ces nouvelles habiletés, capacités physiques, mentales, attentionnelles, tactiques, physiques. Donc, quelle progression je vais leur donner? Donc, j'ai un calendrier de compétition, je découpe ce calendrier et à moins 4 semaines, moins 6 semaines, moins 8 semaines, je décline à quel niveau de compétence je dois être pour atteindre cet objectif. Et enfin, les objectifs de performance, c'est ce qui permet d'utiliser des repères. Par exemple, je peux avoir comme objectif de performance qui est je cours le 100 mètres en 9 secondes et demie. C'est un objectif de performance, ce n'est pas un objectif de résultat, mais ça peut permettre d'orienter la question de l'objectif de résultat. Donc, toujours sur la question des objectifs, parce que je pense que c'est l'élément principal sur lequel un entraîneur doit travailler justement au moment de cette reprise. Donc, la définition de l'objectif, premier point, ça doit être un objectif, c'est un challenge. Ça ne doit pas être irréaliste, mais ça doit être suffisamment challengeant pour que le sportif il trouve de la motivation. C'est un objectif de résultat, être champion d'Algérie, par exemple. Donc l'objectif, il doit être challengeant, donc il doit générer quand même une certaine anxiété chez le joueur, est-ce que je vais y arriver? Mais il ne doit pas non plus être irréaliste, parce que là, vous allez faire tomber la motivation. Sur les caractéristiques de cet objectif, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, vous pouvez avoir des objectifs techniques, physiques, comportementaux ou mentaux. Donc là, dans le basket, vous pouvez avoir des objectifs sur un geste technique, sur une condition physique particulière, sur un comportement tactique en jeu ou sur des éléments mentaux dans le basket en particulier. Ça peut être tout ce qui est gestion des émotions ou habileté dans la vision exploratoire. Lorsque l'on construit ces objectifs, le fait de les construire va permettre d'augmenter la lucidité, la responsabilité du joueur. Parce que quand vous allez déconstruire ces objectifs en technique, physique, etc., vous allez forcément parler du niveau actuel du joueur. Donc, vous allez le rendre plus lucide par rapport à son niveau et là où il doit aller progresser. Et du coup, vous allez aussi le responsabiliser puisque vous allez l'amener à développer, à se mettre dans une action de développement pour lequel il a son entière responsabilité. Troisième point, définir le niveau actuel. Donc, pour aller à tel objectif, je décline un objectif tactique, physique, comportemental, mental. Encore faut-il que je sache à quel niveau est mon athlète aujourd'hui sur ces différents éléments-là. Et donc, ce sera un élément important, justement par rapport à la lucidité qu'on évoquait tout à l'heure, en termes d'estime de soi, en termes de responsabilité, de motivation. Là, on va être plutôt sur un objectif de performance mesurée. Ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, c'est courir le 100 mètres en 9 secondes et demie, par exemple. C'est un objectif de performance. C'est peut-être pas cet objectif-là qui est nécessaire pour être champion d'Algérie, mais ça me donne un élément, un repère dans mon niveau de performance et comment elle va évoluer. Enfin, une fois que j'ai l'état des capacités techniques, physiques, comportementales, mentales de mon athlète, que je sais jusqu'où il doit aller en termes de niveau sur ces différentes dimensions
pour arriver à l'objectif, par exemple, d'être champion d'Algérie, eh ben, je peux évaluer les écarts entre sa situation actuelle et là où il doit aller. Et là, je définis ses objectifs et les moyens pour y arriver. Je le redis, je pense que ces outils-là sont extrêmement importants pour des entraîneurs. On commence à le voir, à voir ces éléments se généraliser. Ce n'est pas partout le cas. En tout cas, ça a un effet extrêmement important dans la relation entre l'entraîneur et le joueur parce que ça structure une relation. Ça permet d'avoir un suivi. Ça donne des balisages, ça donne des repères dans la relation. Ça sécurise énormément l'athlète. La définition d'objectifs, pour terminer sur la question des objectifs, elle doit permettre de structurer la reprise du joueur, donc débrief sur son confinement, sa motivation, ses envies, ses difficultés, son état physique. Ça doit permettre de lui donner de la visibilité à ce joueur. Où est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, je veux l'amener? Ça doit être adapté pour chaque joueur. Vous ne pouvez pas construire un objectif identique pour chaque joueur. Ce n'est pas possible. Ça doit être extrêmement individualisé. C'est un socle de base pour incorporer la dimension mentale parce qu'elle va forcément apparaître. Et elle peut être définie selon plusieurs temporalités. Ces objectifs, vous pouvez les décliner pour une saison ou à moyen terme ou pour le prochain match. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez complètement adapter selon les différentes temporalités dans lesquelles vous êtes. Dans les bonnes pratiques, on avait la question de la visualisation et l'imagerie mentale. Ça a été beaucoup développé pendant la période de confinement. Les préparateurs mentaux ont été énormément sollicités parce que le fait de ne pas avoir d'activité physique, par contre, on peut malgré tout continuer à développer ses capacités physiques, tactiques et techniques via de l'imagerie mentale, soit par ce qu'on appelle la répétition mentale. Donc, on va travailler sur la répétition mentale d'un geste ou d'une séquence de jeu, soit par l'intégration à l'entraînement, où on va alterner des gestes techniques, physiques qui sont réellement faits, et de la visualisation mentale. Ou troisième élément dans la visualisation ou l'imagerie, la visualisation avec le mime, l'oralisation et la mentalisation. Donc on a ces trois éléments d'imagerie mentale. L'un qui est extrêmement utile pour les entraîneurs, c'est l'imagerie intégrée à l'entraînement. Vous allez par exemple faire travailler un joueur au moment de la reprise sur un geste technique, le shoot à 3 points, je reprends ça. Vous allez le faire travailler sur le terrain 1, 2, 3 fois et après vous allez lui demander de revisualiser ce geste technique mentalement. Il ferme les yeux, il se reprojette dans la situation mentalement et il refait son geste. Cet exercice-là de visualisation mentale est extrêmement puissant puisqu'il rend l'acquisition des qualités techniques du geste beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise. Quelques principes sur la visualisation. Quand vous faites de la visualisation mentale, soit c'est vous qui vous voyez, soit vous êtes un drone et vous voyez la situation. C'est ce qu'on appelle l'imagerie interne ou externe. Donc le joueur, quand il refait mentalement son geste, il a deux options. Soit il se voit faire le geste lui-même, soit le geste, il le voit faire comme s'il était un drone et il se voit dans l'action. Les deux cas sont utiles. Et ça a des effets tout à fait complémentaires. Dans la visualisation, également, ce qui est important, c'est de faire ressentir à l'athlète donc la dimension visuelle, tout ce qui est auditif, le bruit dans une salle, le bruit d'un ballon, le bruit des pas, etc. Kinesthésique, c'est extrêmement important, donc c'est les mouvements de son corps. Donc quand il se représente mentalement, qu'il refait le geste que vous venez de lui corriger sur le terrain, c'est qu'il puisse se représenter vraiment chaque position de son corps. Et dernier élément dans la visualisation, c'est la qualité de l'image mentale, c'est-à-dire sa précision, sa clarté, sa richesse. Donc plus l'image mentale qui est produite est proche de la réalité, et plus elle aura un effet positif sur l'acquisition du geste technique. Donc je vous parlais de la visualisation ou de l'imagerie mentale pour vous dire que c'est un outil qui se développe beaucoup, et qui permet justement dans des périodes soit de blessure,
soit des périodes de reprise, de permettre un retour plus rapide aux qualités techniques et physiques du joueur. Toujours dans les bonnes pratiques, visualisation mentale, vous avez également l'entraînement cognitif. Alors, dans l'entraînement cognitif, il y a des choses que vous utilisez déjà en tant qu'entraîneur, c'est tout ce qui est visionnage de match, avec des arrêts sur séquence. Et vous arrêtez donc l'image et vous demandez au joueur quelle va être l'action du joueur. Est-ce qu'il va passer la balle? Est-ce qu'il va shooter? Est-ce que voilà. Plus vous allez faire ce type d'exercice et plus le joueur va être beaucoup plus performant dans ce qu'on appelle la vision exploratoire, c'est-à-dire sa capacité à identifier très vite où est son espace de jeu. Donc ça, ce sont des exercices intéressants. C'est quoi? C'est 20-25 minutes de visionnage avec des arrêts sur image et puis où on demande aux joueurs, ça peut être fait en individuel ou en collectif, de savoir quelle est la décision que va prendre le joueur là dans le match en question. Le NeuroTracker, donc ça c'est un logiciel que vous trouverez sur Internet. Il y a différents logiciels NeuroTracker qui vont permettre de travailler notamment la réactivité des joueurs, donc pouvoir travailler donc la vitesse à laquelle ils vont réagir sur le terrain ou mémoriser des informations. Sur l'entraînement cognitif, donc l'intérêt dans le basket, c'est que ça va permettre d'anticiper les situations, c'est-à-dire que les joueurs vont très rapidement, beaucoup plus vite, anticiper les situations de jeu et donc pouvoir plus rapidement avoir des scénarios de jeu performants. Ça va augmenter la réactivité parce qu'ils vont être beaucoup plus rapides. Et puis, ça améliore la vision périphérique. Et quand on améliore la vision périphérique, on a une meilleure stratégie de jeu. En conclusion, quelques mots-clés pour une reprise. Donc ça, c'est issu d'un certain nombre d'échanges que j'ai eus récemment avec des joueurs ou des équipes. Le premier point, me semble-t-il, pour un entraîneur, c'est le mot-clé, c'est le plaisir. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut donner la priorité à la reprise des sensations, au plaisir de jouer. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous allez avoir des joueurs, des athlètes qui n'ont pas joué depuis un certain nombre de semaines ou de mois. Ils n'ont qu'une envie, c'est de retrouver ce plaisir d'être sur le terrain, de jouer, de retrouver leurs collègues, d'avoir des sensations avec le ballon. Donc vraiment, cette dimension plaisir, c'est la première chose à assouvir chez l'athlète. Le deuxième élément, c'est la progressivité. Donc progressivité, je l'ai beaucoup évoqué, c'est remettre du reconditionnement, de la réathlétisation, parce que sinon vous allez à tous les coups vers des blessures ou du surentraînement. C'est-à-dire l'athlète qui va vouloir, sachant qu'il n'a rien fait pendant tout le confinement, il va vouloir très vite revenir à un niveau important, et là il va générer du surentraînement et in fine une blessure. Donc plaisir, progressivité dans la reprise, des objectifs maîtrisables. Et là, c'est prendre le temps de travailler sur la définition d'objectifs, donc à travers les tableaux que je vous ai adressés juste là, que je viens de vous présenter. Ça, c'est important, ça permet de structurer mentalement le sportif. Donc, objectif maîtrisable, progressivité de la reprise et le plaisir dans un premier temps. Quatrième point, la frustration. Il y a certains joueurs, en particulier ceux dont la motivation est construite sur la gagne. Donc, vous avez des joueurs pour qui la motivation, c'est gagner, gagner, gagner. Ceux-là, ils peuvent être frustrés par la reprise parce qu'il va y avoir une longue période sans compétition et donc il va falloir trouver des relais de motivation chez ces joueurs-là qui vont être extrêmement frustrés. Ça peut se traduire après par l'irritabilité, de la démotivation, de l'agressivité. Ce qui peut être fait pour alimenter, continuer à alimenter cette motivation pendant ces périodes où il n'y a pas de compétition et que ça peut durer un certain temps, c'est organiser des rencontres en local ou dans l'équipe, des défis, des challenges, donc pour qu'ils aient toujours cet élément de stimulation. Cinquième point, la blessure. Le joueur qui a déjà connu une période de blessure aura développé des habiletés d'adaptation à cette situation. Il sera plus armé pour gérer la reprise. Ça, c'est des choses qu'on a observées. Des athlètes qui ont déjà connu des périodes de blessure se sont très bien adaptés à la période de confinement.
parce qu'ils savaient comment restructurer leur quotidien, comment créer de l'innovation dans leur quotidien, dans leur entraînement. Ils savaient gérer la patience, ils savaient gérer la frustration. Donc voilà, ces athlètes-là qui ont connu ces périodes de blessures sont des athlètes qui sont plus armés, pour lesquels vous pouvez avoir moins d'inquiétude que ceux qui n'ont jamais eu de période de blessure, pour lesquels là, ça peut être une reprise extrêmement difficile. Autre point, la coupure estivale. Donc ça, c'est un sujet qui est revenu assez rapidement. Est-ce que finalement, la période de confinement ne peut pas être considérée comme une période de repos, de coupure estivale? La réponse que l'on donne, nous, en tant que psychologues et que préparateurs mentaux, c'est non. Cette période de confinement, elle a été source de beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, de désorientation chez les athlètes. Et en fait, ça ne leur a pas permis mentalement de récupérer parce qu'ils étaient sans cesse sous contrainte. Donc, on préconise qu'il y ait malgré tout une coupure estivale, comme elle a lieu d'habitude, peut-être moins longue, peut-être saccadée, mais qu'en tout cas, les athlètes aient ce moment de récupération mentale qu'ils ont habituellement. Dernier point, lutter contre les croyances limitantes. Donc ça, c'est un enjeu fort pour les entraîneurs, qui est de rassurer, de donner confiance, de développer l'estime de soi des joueurs. Les croyances limitantes, donc on les voit se développer actuellement au moment de la reprise. Ce sont des athlètes qui vous disent mais je vais jamais y arriver, je vais jamais remonter la pente, je vais jamais être prêt à temps. Voilà, ce sont ces croyances limitantes qui font que parce que j'ai été arrêté pendant 2 mois, que j'ai pas pu faire autre chose, je ne retrouverai pas mon niveau de performance antérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la croyance limitante. Elle n'est pas raisonnée parce que si vous reprenez l'entraînement de façon structurée, il n'y a pas de raison qu'au bout de 6 à 8 semaines, vous ne retrouviez pas les conditions physiques que vous aviez auparavant. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation. Donc la place aux questions. Merci Laurent. Merci Laurent. Ça a été, je pense, très constructif et ces appréciations sont des intentions qu'on doit faire pour la reprise pour être dans de bonnes conditions. Je donne la parole directement à M. Filali, qui avait le départ. J'espère qu'il est encore là. راني هنا شيخ مازال راني توجور لا السلام عليكم السلام عليكم les coachs ou mes salutations à vous monsieur Laurent. Alors en sachant que le calendrier sportif n'a jamais été aussi vite dans cette année, en cette période de confinement, les athlètes de haut niveau doivent poursuivre leur entraînement mais sans objectif. Eh ben, ma question est simple, comment rester compétiteur pendant le confinement et est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces juste pour avoir l'esprit de compétition? C'est tout, monsieur. Oui, en fait, le mieux, c'est de décliner des objectifs de performance à ce moment-là. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans le cas de l'athlétisme, par exemple. C'est de dire, ben, voilà, mon objectif de performance à moi, ça va être de courir les 100 mètres en 9 secondes et demie. Donc là, vous prenez votre joueur, vous connaissez ses capacités et vous allez définir avec lui un objectif de performance. Alors, je ne sais pas, ça peut être tirer 15 coups en 2 minutes, j'en sais rien. Ça dépend de la spécialité du sportif. Oui. D'accord. Ouais. Mais il faut voilà, aller sur des choses plutôt que sur un objectif de résultat. Vous allez sur des objectifs de performance. Et là, en fait, d'emblée, vous allez l'obliger et vous allez le responsabiliser sur son développement. OK, tu vas devoir arriver à ça. Et ça, après, vous pourrez le réutiliser quand vous aurez le calendrier parce qu'il aura construit cette performance-là. Elle vous sera utile pour la suite. Est-ce que je réponds à votre question? D'accord. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Je laisse la parole aux autres. Merci. Merci. صحة شيخ
Alors, on enchaîne directement avec Saïdani. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, moi, je voulais juste savoir quel est l'impact sur le joueur et sur l'entraîneur si jamais il y a un arrêt de la compétition. Par exemple, ici en Algérie, ils disent pour le moment, il y a aucun sport qui peut reprendre pour le moment. Donc, moi, j'aimerais bien savoir quel serait l'impact sur le joueur et sur l'entraîneur. Merci. Dans les deux cas, il va y avoir l'impact. Le premier impact, ça va être la désorientation. Je parle d'un point de vue mental, hein. C'est la désorientation. Donc, ça veut dire qu'on a des joueurs et des entraîneurs qui vont être perdus. Perdus parce que dans le sport, on est habitué, c'est une structure, on est structuré par des calendriers. Là, il n'y a plus de calendrier. Donc, c'est sûr que vous allez être déstructuré, désorienté, que ce soit un entraîneur ou un joueur. Ça, c'est le premier point. La conséquence de la désorientation, ça va être des états d'anxiété mentaux qui peuvent être manifestés de différentes façons. Il y en a qui vont se mettre à manger énormément. Il y en a qui vont se mettre en état passif à regarder la télé toute la journée. Il y en a d'autres qui vont chercher des solutions et se développer ailleurs. Voilà, il peut y avoir des réactions différentes. Donc, désorientation, anxiété et dernière étape, la démotivation. La démotivation, c'est il n'y a plus de visibilité suffisante pour maintenir l'engagement sportif. Et là, vous allez avoir des joueurs qui vont passer à autre chose, qui vont complètement être démotivés et qui vont attendre qu'il y ait de nouvelles perspectives de calendrier pour se remotiver. Voilà. Et ça, c'est vraiment la chose à éviter parce que là, vous allez mettre un temps fou à récupérer les capacités physiques de vos athlètes, hein. Chez l'entraîneur, on va trouver exactement le même mode de fonctionnement. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est plusieurs cas de figure chez les entraîneurs. J'ai eu des entraîneurs extrêmement actifs pendant cette période-là, qui ont cherché à développer des outils pour chacun de leurs joueurs, qui ont cherché à développer de nouvelles techniques, voilà, qui se sont hyper mobilisés comme une forme de surengagement pour compenser cette période d'incertitude. Donc, ils ont pris sur eux. Et puis, j'ai des entraîneurs qui, par contre, se sont mis en total off, c'est-à-dire plus rien, ni son, ni lumière, ni rien. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, oui. Merci beaucoup. Monsieur Bouraïn. Monsieur Bouraïn, Nasser, c'est ça, Bouraïn. Bon, Malish. Nous avons une question de monsieur Dani. Comment on pourrait savoir si on a tué une bonne préparation mentale au plan individuel et collectif, soit individuel et collectif? Comment on pourrait évaluer cette préparation? Est-ce que tu peux reposer la question? Ça a coupé, j'ai pas tout entendu depuis le début. Donc, alors, je lis vraiment, au milieu des cas des physiques et techniques en telle évaluation, comment on pourrait savoir si effectuer une bonne préparation mentale individuellement et collective? L'évaluation, voilà, c'est beaucoup. Donc, sur l'évaluation mentale individuelle, donc je vous ai mis dans le document, donc il y a 2 slides, 2 tableaux dans lesquels vous pouvez, à travers un entretien avec votre joueur, définir dans quel état il revient suite à ce confinement. Donc, ce tableau-là va vous permettre de voir si votre joueur il est en risque ou il n'est pas en risque d'un point de vue mental. Ça, en fait,
vous l'agglomérez d'un point de vue collectif et vous aurez la situation de votre collectif. Après, sur la question de la préparation mentale, c'est vrai que si vous avez utilisé des outils mentaux classiques que sont l'imagerie mentale, que sont tout ce qui est relaxation, outils de dynamisation, si vous avez utilisé cette période-là pour développer chez vos athlètes ces qualités-là, c'est certain que la reprise sera facilitée. Mais encore faut-il l'avoir fait. Je ne sais pas trop si je réponds à la question parce que je ne l'ai pas forcément très bien comprise. Nasser qui a dit la parole. Est-ce qu'il est avec nous? Et apparemment, Non. Oui, apparemment, il a un problème de son. Je sais pas. J'entends pas. Ça se coupe chez moi. Hein. Oui. Il a un problème de son, je crois. Ok. Bah, s'il n'est pas là, moi j'aurais une question, Laurent. Donc après, donc là, un petit peu après le confort, il y a la reprise, bien sûr, la reprise physique, de préparation physique et techotactique. Maintenant, il y a aussi à gérer la peur d'être en contact avec d'autres malades éventuellement, d'autres personnes qui pourraient potentiellement avoir le Covid, quoi. Donc, comme on a peur d'être le sport individuel, je pense que c'est pas tellement un problème, mais le sport collectif, quelle est donc la meilleure approche pour pouvoir préparer nos jeunes, pour pas, c'est pas la peur, c'est du stress ou l'appréhension d'être en contact avec d'autres personnes. Voilà, Laurent. Je n'ai pas de réponse toute faite là sur le sujet, mais j'imagine que quand vous allez reprendre, vous allez avoir, comme on a eu ici en France, des protocoles de reprise sanitaire, y compris pour le basket. Donc avec comment je respecte des gestes barrières, etc. Donc, est-ce que, par exemple, on a vu ici que le ballon ne pouvait être tenu que par un seul joueur, par exemple, et chaque joueur avait son ballon avec une couleur différente. Donc, voilà, il faudra que vous adaptiez en fait vos entraînements en tenant compte des protocoles de reprise qui vont vous être fournis par votre fédération ou par vos ministères. Voilà. Enfin, je ne vois pas d'autre façon que de gérer ça. L'autre élément important, mais qui est vrai dans tous les domaines, c'est que plus vous allez discuter et donner de l'information sur le sujet, et plus vous allez diminuer l'anxiété. Donc, il vaut mieux parler du sujet que de ne pas en parler avec vos joueurs. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant que vous leur présentiez, quand vous allez les revoir, les conditions de la reprise avec les gestes barrières propres au basket, que chacun les comprenne, pourquoi elles existent et quel est l'objectif, que ça responsabilise chacun sur quel risque il fait générer aussi aux autres. Du coup, là, vous aurez créé suffisamment d'échanges pour que ça ne soit plus anxiogène. Voilà, ce sera partagé, chacun sait ce qu'il aura à faire, chacun comprendra à quoi sert chacun des gestes barrières. Et normalement, vous aurez en tout cas diminué l'anxiété. Elle existera toujours plus ou moins chez certains individus d'ailleurs. Il y en a pour qui ça ne va pas du tout être stressant. Hein. Moi, j'ai des joueurs de basket, ils sont repartis, même pendant le confinement, ils ont continué à jouer en cachette. Hein. Et d'autres, pour qui ce sera de toute façon un stress parce qu'ils auront peur. Voilà. Mais la meilleure façon, c'est de communiquer, de bien expliciter les gestes barrières et comment vous allez les adapter au niveau du basket. Voilà, je ne vois pas comme ça là d'autres façons de faire. Une autre
après avoir les physiques, préalablement à la reprise qui est test physique, donc, en cas de stress psychologique par rapport à un niveau de performance. S'il n'arrive pas à faire certains gestes qu'il faisait avant, certaines performances qu'il faisait avant, il va avoir sûrement une détresse morale. Donc, quelles sont les approches avec ces athlètes sur le plan collectif, parce que l'on parle de base, mais sport individuel aussi. Donc, si j'ai bien compris, parce que ça coupe, hein, donc je n'entends pas forcément toute la question. Donc, si j'ai bien compris, vous me donnez l'exemple de joueurs qui vont revenir sur le terrain et qui ne vont plus être au même niveau de performance avec des gestes qu'ils faisaient auparavant, qu'ils n'arrivent plus à faire. Là, on est vraiment sur toute la question du reconditionnement et au moment de la reprise. C'est-à-dire qu'il faut absolument prévoir ce que j'évoquais tout à l'heure, entre 6 à 8 semaines pendant lesquelles vous allez travailler, si possible, le plus individuellement avec chaque joueur pour justement le remettre à niveau par rapport à sa situation antérieure. Certains joueurs vont avoir besoin de ne travailler que du technique parce qu'ils auront perdu le technique. D'autres vont avoir besoin de travailler plutôt de l'intensité physique. Voilà, donc c'est vraiment prévoir dans l'entraînement, dans la reprise et la structuration de la reprise, d'où l'importance de l'évaluation que j'évoquais tout à l'heure, toute cette période suffisamment large pour que l'athlète ne soit pas stressé quant au fait qu'il n'est pas performant tout de suite. Il faut lui laisser facilement 2 mois pour qu'il se réapproprie les choses qu'il savait faire auparavant. Il va se les réapproprier, il n'y a aucun doute. Par la pratique, ça reviendra. S'il savait les faire, ça reviendra. Mais il va peut-être lui falloir du temps. Et ça, il suffit simplement de l'expliquer. C'est-à-dire que dans le sport, c'est la répétition. Il n'y a pas d'autre sport. Hein. Dans tous les sports, c'est pareil. L'acquisition technique, elle se joue dans la répétition. Si vous arrêtez la répétition, vous diminuez la performance technique. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas eu de répétition pendant tout le temps du confinement, donc ça a été perdu. Et donc, ça va se réapprendre par de la répétition de gestes, de techniques, etc. Ça répond à la question. Nous avons une question là un peu plus. Donc, quelles sont les occupations mentales à utiliser à la maison pendant le confinement? Donc, le confinement existe encore. Donc, quelle occupation mentale actuellement? Une autre question qui est un petit peu liée. Quelles sont l'infection aux joueurs dans le confinement liées à la préparation éventuellement? Voilà. Qu'est-ce qui peut nous donner des choses dans ce sens? Je suis désolé, j'arrive pas à comprendre la question. Ça coupe tout le temps, je n'arrive pas à savoir. Ismaël, apparemment, il y a un problème avec ton kitman. Donc, je ne sais pas si. Alors, on parlait d'occupation pendant le confinement, d'occupation mentale à utiliser à la maison pendant le confinement. Lié au sport, bien sûr, pour qu'on reste dans le contexte sportif en vue d'une préparation, en vue d'une reprise. Ok. Donc, je pense à la question, si j'ai compris. Alors, je pense que j'ai compris la question. Pendant le confinement, qu'est-ce qu'il peut faire finalement en termes d'exercice mental pour qui faciliteront la reprise? Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. L'un des éléments importants, l'une des conséquences importantes du confinement et donc de l'arrêt des entraînements et donc de l'incertitude sur le calendrier, l'effet que ça a chez les athlètes, c'est de l'anxiété. Donc, d'un point de vue mental,
l'un des éléments intéressants à faire pendant la période de confinement, c'est lui apprendre à gérer son anxiété et son stress. Donc ça, c'est des exercices très simples. Alors, le plus simple, ce sont des exercices de respiration, où on apprend la respiration ventrale. Donc ça, c'est un exercice qui va immédiatement diminuer l'anxiété et le stress. C'est des exercices que vous allez trouver facilement sur Internet, notamment si vous allez vous cherchez dans YouTube pleine conscience, des choses comme ça, ou respiration ventrale. Là, vous aurez des tas d'exercices qui sont très, très simples à faire. Vous en avez un également, c'est une application sur téléphone mobile qui fonctionne bien et qui est très, très utilisée par les sportifs professionnels. Hein. Ça s'appelle Respirelax. C'est une application gratuite. Hein. Vous la téléchargez et ça permet d'avoir une respiration qui va très rapidement calmer l'anxiété, le stress, etc. Donc ça, c'est un élément important, d'autant plus que ce sont des choses que l'athlète pourra réutiliser lorsqu'il sera dans sa saison, parce que ça va lui permettre de gérer son stress, de mieux récupérer mentalement lorsqu'il sera dans sa période de compétition. Donc, premier point, tous ces exercices autour de la relaxation, de la récupération, Respirelax, ou sur YouTube, vous avez pleine conscience, c'est encore un peu différent, mais on est plutôt dans ces logiques-là. Ça, c'est pour donner du confort mental. Ensuite, vous avez d'autres types d'exercices qui vont être plutôt ce que j'évoquais tout à l'heure, les exercices d'imagerie mentale. Alors, l'imagerie mentale, c'est assez simple, mais il vaut mieux avoir au moins une première séance de guidage par un préparateur mental ou quelqu'un qui connaît les techniques. Après, le sportif, l'athlète, il peut se débrouiller tout seul, mais il lui faut quand même cette introduction. L'imagerie mentale, c'est quoi? C'est lui permettre de mentalement revivre un geste technique, une situation de jeu, en se la visualisant dans sa tête et en ressentant ses sensations, les odeurs, les mouvements de son corps, etc. C'est des séances, l'imagerie mentale, c'est des séances de 20-25 minutes. Et c'est extrêmement, vraiment, hein, je le redis, c'est extrêmement efficace pour arriver après notamment dans les gestions après blessure, pour arriver à un retour à la performance rapide. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le sport, c'est la répétition qui fait la performance. Quand vous ne pouvez pas répéter physiquement, vous pouvez répéter mentalement. Et les travaux en neurologie ont montré que lorsque vous répétez mentalement, vous activez les mêmes schémas dans votre cerveau que quand vous répétez physiquement. Du coup, quand vous allez reprendre physiquement, votre cerveau, il sera déjà prêt pour mettre en œuvre les actions motrices. Et vous allez du coup reprendre plus rapidement. Donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment un outil formidable, hein, l'imagerie mentale. Donc, respiration, on calme, on donne du confort mental. Respirelax, pleine conscience. L'imagerie mentale, ça, c'est des séances de 20-25 minutes. 2 ou 3 fois par semaine, ça suffit largement. Les travaux sur la respiration, si l'athlète, il peut les faire tous les jours, c'est 5 minutes, hein, c'est pas plus que ça. Il en fait une tous les jours ou 2 fois par jour. C'est très bien, ça va faire des effets assez rapides. Troisième type d'exercice mentaux, ça va être ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment le visionnage de matchs. Alors, pas le visionnage de matchs pour regarder des matchs, mais je visionne un match et je coupe à des séquences de jeu. Et là, en tant qu'athlète, je ferme les yeux et je dois situer où sont les joueurs au moment de l'arrêt et la décision que va prendre le porteur de balle. Donc ça, c'est des exercices que l'on fait fréquemment en préparation mentale parce que quand vous entraînez sur cette base-là, vous passez un match, vous arrêtez la séquence
à un moment, pouf, vous arrêtez et vous demandez quelle va être l'action suivante. Vous obligez le joueur à avoir une lecture de jeu pendant qu'il regarde. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que quand il va revenir sur le terrain, il va avoir une intelligence de tactique de jeu qui sera beaucoup plus développée et il pourra mieux anticiper les coups lors des matchs. Voilà, je vous ai donné 3 exemples. Il y en a probablement plein d'autres. Hein. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. Question répondue, donc je pense que oui. La parole donnée à Tchad. Oui, bonsoir, coach. J'ai une question. À la reprise, on va sûrement avoir un grand nombre d'athlètes qui nous parviendront de catégories inférieures, sachant bien que leur processus de formation dans leur catégorie précédente n'a pas été achevé. Donc, quelle serait la priorité dans notre préparation mentale avec ces athlètes-là? Moi, ce que je préconiserais dans vos situations-là, c'est vraiment pour le coup les outils de définition d'objectifs. Ça, c'est important parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez voir votre joueur qui arrive, qui probablement n'aura pas le niveau qu'il devrait avoir. Donc, la première étape, c'est de fixer quel est son niveau quand il arrive, techniquement, tactiquement, comportementalement, psychologiquement. Et de dire avec lui, bon ben, tu es à ce niveau-là, mais normalement, pour arriver là où tu rentres cette année, cette saison, il faudrait que tu aies tel niveau. Et là, vous travaillez sur l'écart entre son niveau actuel et le niveau où il devrait être. Et vous devez vraiment concentrer toute une période, peut-être ça va mettre 2 mois, mais toute une période pour permettre l'acquisition de ce niveau de base sur lequel vous allez pouvoir commencer à les développer. Voilà, donc c'est vraiment l'outil fixation d'objectifs. J'en suis où quand j'arrive? Probablement vous attendez un écart parce que vous attendiez des gens qui étaient plus performants, qui avaient des habiletés beaucoup plus développées, ça ne va pas être le cas. Mais du coup, vous leur mettez en place un plan sur la base, un plan d'entraînement et de développement sur la base de l'écart entre ce que vous attendez d'eux et là où ils en sont. Je réponds à votre question? Très bien, merci. Merci Laurent. J'ai une question. Donc, quelles sont? Alors, là, les tests psychologiques, je pense qu'on a fait le tour d'horizon. Les questions, donc, est-ce qu'il y a des questions des intervenants? Non? Je pense qu'on a fait le tour d'horizon. Je voudrais remercier. Nasser, Oh. il a levé la main, Nasser. Nasser a demandé la parole. Oui. Nasser. Apparemment, il a un Nasser. problème. Apparemment, il a un problème avec son micro, car il est ouvert. Salah. Nasser. Salah, تفضل. Oui, merci Youssef. Coach, quels sont… Salah, tu veux encore dire quelque chose? Oui, Salah? une petite question, coach. Quelle serait, d'après vous, voilà, une autre question, Smaïn. Quels seraient, d'après vous, coach, les points positifs qu'on peut en tirer ou on peut en déduire de ce confinement? Je vois pas mal de points positifs, en fait, notamment si les joueurs ont développé des stratégies d'adaptation. Et ça me semble vraiment intéressant. Ça me semble positif. C'est-à-dire que des joueurs qui ont développé, voilà, qui ont appris à s'entraîner malgré les circonstances,
je trouve que ceux-là sont des joueurs qui ont des qualités mentales vraiment intéressantes, vraiment. Le deuxième point que j'évoquerai, c'est le fait que ça a appris à tout le monde, mais aux sportifs en particulier, que même en situation contrainte, on arrive à trouver des solutions. Et je trouve que mentalement, ça donne un bon exercice dans le monde du sport. C'est-à-dire que on veut tout maîtriser, mais parfois il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais malgré tout, on peut quand même continuer et on peut se lancer d'autres challenges. Donc voilà, je dirais positivement, je retiendrai cette question de l'adaptabilité d'un certain nombre de joueurs. Il y en a eu beaucoup quand même. Il y en a qui se sont totalement effondrés, ça existe. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont développé vraiment de l'innovation, de la création, des choses vraiment très sympas. Très bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon. On essaie une dernière fois avec Nasser. Nasser, de mon micro. شكون؟ تفضل نصر. ناصر. ناصر. Il a le micro ouvert, mais je crois qu'il a un problème avec. La problème de micro. Ok, désolé. Donc, je demanderai à Nasser si nous temps de. De toute façon, je vais te mettre le mail de Laurent et pour éventuellement la question directement et pour aller jusque Laurent avec plaisir de le faire. Oui, bien sûr, oui, volontiers. Donc, je crois qu'il a posé. Remercie tout le monde. Smaïl, je crois qu'il a posé la question sur les commentaires là. Il dit après cette longue interruption, quel est l'aspect mental le plus fiable dans la reprise du sport? L'aspect mental le plus fiable. L'aspect mental le plus fiable. Alors, je dirais que c'est la motivation de l'athlète. Si vraiment, si vous avez des athlètes qui reviennent motivés, là, c'est un élément fiable sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ça me semble vraiment important. Si vous avez des athlètes qui reviennent démotivés, parce qu'ils n'ont plus envie, parce qu'ils sont trop désorientés, parce que il va falloir retravailler là-dessus. Mais ce qui est certain, et c'est vrai en temps normal, tout le temps, c'est que de toute façon, l'engagement sportif, il est construit sur la motivation. Donc, plus la motivation va être bonne et plus vous pourrez vous appuyer dessus. Tu m'entends? Oui, Ismaël. Donc, s'il n'y a plus de questions, Claude. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mftahi, Mounir. Intervention? Mounir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, moi très bien. Merci, Monsieur Laurent. Eh bien, je vous remercie pour cette intervention. Et ma question est la suivante. Je crois que vous avez cité tout à l'heure les 3 pièges qu'il ne faut pas les faire. Oui. Oui. Et ben, je dirais qu'un point qui est resté dans ma tête, un peu, qui m'a gêné un peu, c'est le premier point, l'évaluation physique. Et en sachant qu'il y avait un arrêt de 4 mois, ça c'est primo. Et vous avez dit vous avez bien précisé que vous avez dit que l'évaluation physique, c'est pour qu'il n'y ait pas de blessure après. C'est pour les évaluer où est-ce qu'il est là au niveau, où est-ce qu'il se situe. D'accord? Oui. Alors, après un arrêt de 4 mois, est-ce que c'est faisable de faire un test physique? Est-ce que c'est faisable de faire un test physique vu que
ils étaient 4 mois à l'arrêt. Bon, tout dépend, tout dépend par personne. Et là, et ma deuxième question, et je dirais, vous avez parlé de ça, mais pour quelle catégorie? Et je dirais encore, est-ce que si vraiment on doit faire cette évaluation, quel test vous nous proposez? Voilà, je vous remercie. Alors, la deuxième partie de la question, ça a coupé, donc je ne suis pas sûr d'avoir compris. La Oui. catégorie d'âge, vous n'avez pas précisé pour la catégorie d'âge, pour le test d'évaluation, parce que ça diffère d'une catégorie à une autre, d'un âge à un autre. Voilà. Alors, je suis pas compétent moi sur toute la dimension physique. C'est pas mon métier. Il y a des préparateurs physiques pour ça. Par contre, pourquoi je vous disais ça? Parce que j'ai vu dans les protocoles de reprise, notamment de la Fédération française de basket et de l'INSEP ici en France, que en fait, ils faisaient passer à tous les joueurs, à tous les athlètes, des tests physiques de reprise dans lesquels ils testent les intensités cardiaques, voilà, un certain nombre d'éléments. Alors peut-être il faudrait voir dans les protocoles sur leur site s'ils ont qu'est-ce qu'ils mesurent exactement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils le font, oui, pour toutes les catégories d'âge. Ah, d'accord, très bien. C'était ça que j'évoquais. Alors, je crois que d'après ce que vous avez dit, vu que vous avez repris ça du protocole, je ne pense pas que ça va être un test physique pratique. Je crois que ça va être au niveau des centres médicaux nationaux oui. sportifs. Oui, pardon. Voilà. Oui, c'est au niveau des centres médicaux. Effectivement, c'est des tests, voilà. médicaux. Hein. Oui. Voilà, très bien. Voilà, parce que moi, j'avais compris avant que c'était des tests sur le terrain, des tests physiques sur le terrain. Non. Voilà. C'est ce que j'avais compris, moi. Ouais. C'est pour ça, après un arrêt de 4 mois, après, on va leur faire un test, par exemple, test Cooper ou mini-test Cooper. Je ne pense pas qu'on va avoir, je dirais, le valeur réelle, hein, en sachant qu'ils étaient à l'arrêt, alors. Peut-être le test que vous vouliez dire, c'est le test médicaux au niveau, pour avoir le rythme cardiaque et les souffles. Je crois que c'est beaucoup plus physiologique. Et je crois que c'est ça. Oui, enfin, ce que j'en ai vu, c'est effectivement des tests médicaux. Pardon, j'ai pas été clair dans l'exposé, excusez-moi. Donc, c'est des tests médicaux dans lesquels, effectivement, ils vont sur tout ce qui est cardio, respiratoire, évidemment, tout ce qui est analyse sanguine, mais également analyse des fibres musculaires et tendineux, parce que ça, c'est extrêmement important. Voilà, mais effectivement, il ne s'agissait pas de tests sur terrain, oui. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Oui, merci de préciser, pardon. Parce que si c'était un test sur le terrain, ça va être la catastrophe. Après un arrêt de 4 mois, oui, tout dépend. Mais je vous remercie, monsieur Laurent, et merci à tout le monde et bonne soirée. Merci à vous. Yann, oui, Ismaël. Je crois qu'il y a une de Abd Salam. Est-ce qu'il existe des tests psychologiques? Est-ce qu'il existe des tests psychologiques pour aider les joueurs à gérer? Alors, j'ai entendu, est-ce qu'il existe des tests psychologiques pour, j'ai pas la suite, aider les joueurs à mieux redémarrer? Non, il n'existe pas de test spécifique sur cette question-là. Dans le document que je vous ai présenté, je vous ai mis des éléments, en fait, des tableaux avec une échelle rouge-verte. Donc ça vous permet quand même vraiment de faire un diagnostic, c'est-à-dire de savoir dans quel état il revient votre joueur. Voilà. Après, non, il n'existe pas de test spécifique pour cette reprise-là. Non, je n'en ai pas vu, je n'en connais pas. Non. Sophia. Oui, une autre question de Coach Salah. Ouais. Coach, j'ai une question au coach Laurent qui a une relation indirecte avec le sujet qu'on
de la conférence d'aujourd'hui. Dans une de vos conférences, vous avez cité le mot hyper-contrôle. Donc, c'est un mot qui m'a interpellé. Donc, dans un certain championnat où les joueurs ont cet hyper-contrôle. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette façon de se contrôler peut aider énormément un joueur dans une phase comme celle du confinement à rebondir facilement, plus rapidement, je veux dire? Alors, l'hyper-contrôle, c'est quelque chose qui est intéressant chez les joueurs non experts. Par contre, dès qu'on est sur des joueurs dits experts, donc qui ont un niveau quand même de jeu qui est bon, l'hyper-contrôle a des effets totalement ravageurs. Donc, vraiment sur des joueurs experts, il ne faut surtout pas repartir sur de l'hyper-contrôle. Parce que vous allez en fait détruire les automatismes mentaux qu'ils ont acquis depuis des années. Parce qu'en fait, les gestes techniques ou les comportements sur le terrain, ils naissent de la répétition. Et une fois qu'ils sont répétés, le cerveau, il les a enregistrés, il les a codés. Il n'y pense plus. Et c'est ce qui fait justement l'expert. Le bon joueur, c'est celui qui joue sans réfléchir, qui est un robot sur le terrain. Parce que ça lui permet justement d'être attentif à ce qui est essentiel dans le jeu, parce que tout le reste, il sait le faire de façon automatique. Dès lors que vous le mettez dans une posture d'hyper-contrôle, il perd toutes ses capacités. Donc, il ne faut surtout pas, pour ces populations-là, aller sur l'hyper-contrôle. Là, ça vraiment, je le déconseille fortement, ça a des effets dévastateurs. Par contre, chez les jeunes joueurs qui ont encore des niveaux de maîtrise à acquérir, l'hyper-contrôle est intéressant à développer, effectivement, notamment par le séquencement des gestes techniques. Voilà. Chaque geste technique doit être séquencé et on est dans le contrôle de chacune des séquences de ce geste technique. Ça, oui, aucun problème, même bien au contraire, ça va les aider à se développer beaucoup plus rapidement. Et vous pouvez, je rebondis là-dessus, et vous pouvez l'associer à de l'imagerie mentale, c'est-à-dire rejouer cette séquence de jeu dans sa tête avec les différents états de cette séquence de jeu. Et là, il apprendra encore plus vite. Très bien. Alors, et du coup, pour répondre à votre question, par rapport aux experts qui reviendraient sur le terrain et qui auraient des hésitations quant à leurs gestes techniques, moi, je n'ai aucune inquiétude. Par la pratique, ça va revenir tout seul. C'est-à-dire qu'en jouant, en reprenant du plaisir, les automatismes vont réapparaître, il n'y a aucun problème. Sauf s'il y a eu un événement traumatique pendant cette période-là. Et ça vous échappe. Voilà. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, les automatismes vont réapparaître avec le jeu. Très bien. Sofiane? Oui, Ismaël. Tiens. Je crois qu'il y a une question de Nasser. Comment retrouver la motivation après cette longue absence? Merci, mon micro est défectueux, je vous remercie. OK. T'as entendu, Laurent? Alors, comment retrouver? Oui, j'ai entendu, oui, j'ai entendu. Donc, moi, je me positionne là dans l'idée quand même qu'il y a une reprise de l'activité. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une reprise de l'activité, mais il n'y a pas forcément de calendrier de compétition qui sont là. Donc, ce que j'ai évoqué dans le document, c'est qu'il faut vraiment repartir, donner de la visibilité aux athlètes, aux joueurs, donner de la visibilité sur comment va se passer leur reprise, qu'est-ce que vous attendez d'eux. Donc, il y a une première étape qui est on reprend pour que vous repreniez vos conditions physiques antérieures, et ça, c'est déjà un objectif, et ça peut déjà être un outil de motivation.
Le deuxième élément, c'est ce que évoquait votre collègue tout à l'heure qui a posé la question, c'est y intégrer la notion d'objectif de performance, c'est-à-dire amener l'athlète à se dépasser sur un élément particulier. Et là, vous allez construire de la motivation. J'ai parlé également des joueurs qui sont motivés que par la gagne, c'est-à-dire qu'ils viennent, leur seul truc, ils n'en ont rien à faire d'apprendre de la technique, ils n'en ont rien à faire d'être en collectif. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Pour cela, créez-vous des challenges à 3, des mini-compétitions, des trucs comme ça où ils peuvent s'amuser, où ils vont se stimuler entre eux. Voilà, ça va générer de la motivation. Sophia. Ok, en clôture, Ismaël. J'ai un problème de son. Oui, je crois que Salah a levé la main. Sophia. C'est la dernière question. Dernière question. Oui. Coach, en cas où cette pandémie ou bien cet arrêt se prolonge, quel est le conseil que vous pouvez nous donner pour maintenir les athlètes dans un élément dans un état mental prêt à rebondir une fois que la pandémie, si Dieu le veut, voilà. Quel est votre conseil? Mon conseil serait de structurer leur temps. C'est-à-dire que de continuer à leur apporter chaque semaine, plusieurs fois dans la semaine, des éléments, soit par Internet, soit par NetMeeting, soit par Skype, n'importe comment, mais des temps, en fait, où vous allez pouvoir vous entraîner avec eux sur des choses toutes simples. Ça peut être du débriefing sur comment ils vivent la situation, donc des points d'information. Mais ça peut être aussi des entraînements physiques de type de la gym, un peu d'intensité cardiaque, voilà. Et puis, troisième point, vous pouvez y intégrer des exercices de préparation mentale. Voilà. Donc, moi, ce qui me semble important, c'est ne coupez pas le lien. Au contraire, renforcez-le par des points réguliers qui vont structurer la semaine de l'athlète, avec des points de rencontre en visio, à distance, dans lequel il va soit apprendre des choses, soit s'activer physiquement, soit faire des exercices, soit faire de la tactique, c'est-à-dire vous pouvez faire du visionnage de vidéos collectivement, avec des arrêts sur séquence tels que je les évoquais tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui me semble important, vraiment, c'est de structurer un entraînement. Il sera différent, mais de continuer cette structuration. Ça, c'est essentiel. Très bien. Ok, merci. Et là, Ismaël, je crois qu'il a un problème de... On donne la parole à M. Hamoutan. Monsieur Hamoutan. Oui, salam alaikum. Oui, Suède. Oui, pour clôturer, Ismaël a perdu connexion. Je clôture. Donc, rapidement, donc, je remercie M. Laurent pour cet exposé très intéressant. C'est tout qui est lié à tout ce qui se passe à nos jours avec le confinement. J'espère que nos entraîneurs, ils ont bien assimilé la chose, ils ont bien compris l'objectif de cette séance. Donc voilà, je vous remercie, M. Laurent. Encore une fois, bravo pour votre exposé. Et aussi, je remercie tous les assistants, tous les présents. Je vous dis merci à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci à vous. Merci et au revoir.